j'avais envie de continuer sur la série des expressions françaises que peut-être l'on emploie tous les jours, mais que eh bien on ne sait peut-être pas vraiment d'où ces expressions proviennent. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais percer le mystère de ces quelques expressions françaises que l'on emploie, mais que des fois on ne sait pas pourquoi enfin, elles se disent comme ça et d'où elles viennent. J'espère que vous êtes confortablement installés là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais donc débuter avec la première expression française, qui n'est pas trop une expression, mais pourquoi dit-on carte bleue pour parler de la carte bancaire? En France, on connaît tous et toutes le terme carte bleue, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. En effet, l'histoire de cette carte est bien française, même si les cartes de paiement ont été créées outre-Atlantique. Mais pourquoi dit-on carte bleue pour parler de la carte bancaire? Carte bleue, carte à puce, carte de paiement, carte de crédit, carte de débit. De nos jours, les moyens de paiement par carte sont nombreux et font beaucoup d'ombre à l'argent liquide. Ils permettent de payer des achats en ligne, en magasin et de retirer de l'argent facilement dans les distributeurs automatiques de billets. Si la différence entre une carte de crédit et une carte de débit est plutôt simple à comprendre, le terme carte bleue semble plus complexe à saisir. Ceci est apparu dans la vie et le vocabulaire. Celui-ci est apparu dans la vie et le vocabulaire des Français dans les années 60. Pourtant, les premières cartes de paiement de l'histoire sont apparues 10 ans plus tôt. Alors, quelles sont les raisons de dire carte bleue pour parler de la carte bancaire? Création de la première carte bleue. Découvrez l'histoire de la carte bancaire et de son inventeur depuis 1967. La toute première carte bancaire au monde est née aux États-Unis. Elle était connue à l'époque sous le nom de Diners Club. Contrairement aux cartes bancaires que nous connaissons de nos jours, celle-ci a été créée aux États-Unis en 1950 dans l'optique d'offrir une solution de paiement plus simple et pratique pour les voyageurs et pour les voyages et les restaurants. En France, il faudra attendre l'année 1967 pour voir apparaître la toute première carte bleue à la base uniquement dédiée au paiement. Carte de paiement, carte de crédit. Pourquoi l'appelle-t-on carte bleue? Le terme carte bleue que nous connaissons tous est donc apparu dans notre langage au cours des années 1960. Pour la petite histoire, 5 grandes banques françaises sont à l'origine de la carte bleue, à savoir la BNP, le CIC, LCL, la Société Générale et le Crédit Commercial de France. Si la couleur bleue a été associée aux cartes de paiement en France, c'est d'une part du fait de sa couleur bleue, mais aussi pour une autre raison moins soupçonnée,
car elle fait référence au maillot de l'équipe de France de rugby. Incroyable. Aujourd'hui, le terme carte bleue est resté ancré dans notre vocabulaire, à l'image également du ruban adhésif nommé Scotch, nom de la marque, qui est devenu un mot de langage courant. Carte bleue, Visa. Quelle est la différence entre carte bleue et carte bancaire? La carte bleue s'est rapidement associée à Visa, ce qui l'a aidé à proposer aux clients la possibilité de réaliser des paiements et des retraits à l'étranger. Plus tard, le groupement des cartes bancaires, avec l'accord entre Visa et Mastercard, a permis de créer le tout premier logo CB. Il a offert une meilleure garantie en termes d'interbancarité afin de faciliter les retraits, mais aussi les achats en ligne et en physique. Pour en revenir au fait, il n'existe aucune différence entre une carte bleue et une carte de crédit. Le terme carte bleue désigne tous les types de cartes, de paiement, de crédit, de débit, etc. Très intéressant. Prochaine expression. D'où vient l'expression parler français comme une vache espagnole? Originaire incertaine. L'expression péjorative parler français comme une vache espagnole est liée à un animal, mais ce n'était pas toujours le cas. Apprendre le français est un exercice complexe s'il ne s'agit pas de sa langue maternelle. En effet, le français comporte de nombreuses règles difficiles à mémoriser, tant dans sa conjugaison que dans sa grammaire. De fait, il peut arriver de taquiner ceux qui s'expriment mal dans cette langue en disant qu'ils parlent français comme une vache espagnole. Mais si elle est connue d'une grande majorité, l'origine de cette locution l'est beaucoup moins. Dans l'imaginaire collectif, elle est liée au fait qu'il y a de nombreuses vaches et taureaux en Espagne. Pourtant, les hypothèses liées à la création de cette expression incluent une combinaison de choses. Mais j'ai mangé pourtant. Bon, change pas une équipe qui gagne. Pourtant, les hypothèses liées à la création de cette expression incluent une combinaison de choses péjoratives. Le basque espagnol ou encore d'anciennes domestiques. Vache espagnole ou basque espagnol, le mystère de cette locution insolite. Les premières traces de l'utilisation de cette expression remonteraient au XVIIe siècle. À cette époque, il aurait déjà été fait mention du fait de parler latin comme une vache espagnole. Toutefois, l'hypothèse la plus probable serait que le mot vache utilisé aujourd'hui dans l'expression viendrait du basque espagnol. Autrefois, il était commun de désigner toute personne vivant au Pays basque ou en Gascogne par le mot vasque. Au fil du temps, une altération du mot aurait transformé cette expression, passant de parler français comme un vasque, à parler français comme un basque espagnol. Le B et le V étant très proches dans leur prononciation basque, se transformer en vache. Parler un mauvais français lié à une femme de ménage, une autre théorie. Cependant, une autre théorie concerne cette expression divise les linguistiques. Elle viendrait également d'une altération du mot d'origine. Ici, la figure mise en avant ne serait pas le basque espagnol, mais une femme de ménage. La fameuse vache espagnole aurait désigné des basses, des servantes espagnoles qui auraient été en contact avec des Français de passage. Mais comme les Basques, elles, avaient des difficultés à parler correctement le français, un peu moins comme dans cette vidéo, sur le même modèle que parler français comme un basque espagnol, le V et le B se seraient confondus au fil des siècles. Néanmoins, cette explication semble moins
connu et il n'existe pas de trace concrète de son existence. C'est quoi la signification quand on parle mal la langue? Est-ce possible de dire parler anglais comme... Est-ce possible de dire parler anglais comme une vache espagnole? Aujourd'hui, l'expression désigne le fait de mal parler français. Toutefois, il est légitime de se demander si la locution fonctionne avec toutes les langues ou s'il en existe des traductions. Disons, j'ai du mal aujourd'hui. En français, l'expression parler anglais comme une vache espagnole peut être utilisée même si elle est peu répandue. Elle signifie qu'une personne n'est pas bilingue ou a du mal à parler dans une langue étrangère. Mais dans les autres langues, l'expression prend une tournure inattendue. Par exemple, en Espagne, il est de coutume d'utiliser dans une situation équivalente l'expression hablar un francés macaronico. Et en anglais, l'expression équivalente est to murder French language. Prochaine expression. Pourquoi dit-on l'argent n'a pas d'odeur? Saviez-vous que derrière l'expression l'argent n'a pas d'odeur se cache une histoire surprenante qui remonte à la Rome antique et à une taxe inattendue? La langue française regorge d'expressions sur le thème de l'argent. On entend souvent les formules « l'argent ne fait pas le bonheur », jeter de l'argent par les fenêtres, ou encore on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Chacune de ces expressions montre à quel point l'argent occupe une place centrale dans notre vie quotidienne. L'expression « l'argent n'a pas d'odeur » s'inscrit également dans ce grand répertoire de dictons populaires. Mais elle se distingue par son origine historique et son lien avec la fiscalité romaine. Bien plus qu'une simple phrase, elle illustre une vision plutôt cynique de la valeur de l'argent. Est-ce que l'argent a une odeur? En réalité, l'argent comme métal n'a pas d'odeur. Ce que les gens perçoivent parfois en manipulant des pièces de monnaie, ce n'est pas l'odeur de l'argent lui-même, mais plutôt la réaction chimique entre le métal et les lipides présents sur la peau. Lorsque vous touchez des pièces de monnaie, des composés organiques sont libérés en raison de cette interaction entre le métal et la peau, ce qui crée cette odeur métallique particulière. Dans le cas des pièces de monnaie modernes, qui sont souvent faites d'alliage de cuivre et de nickel, cette réaction est plus prononcée. Mais l'argent pur, utilisé dans certaines pièces antiques, n'a pas d'odeur perceptible. Qu'est-ce que veut dire l'argent n'a pas d'odeur? Définition et origine. L'expression « l'argent n'a pas d'odeur » signifie que la provenance de l'argent n'a pas d'importance tant que celui-ci remplit son rôle. Peu importe si l'argent est gagné honnêtement ou à travers des moyens moralement discutables, il conserve sa valeur. L'origine de cette expression remonte à l'époque de l'empereur romain Vespasien. Pour renflouer les caisses de l'Empire après une guerre civile dévastatrice, il imposa une nouvelle taxe, particulièrement impopulaire, sur la collecte d'urine. En réponse aux critiques, notamment celles de son fils Titus, Vespasien aurait déclaré « Pecunia non olet », l'argent n'a pas d'odeur, indiquant ainsi que l'argent, même gagné grâce à une taxe sur une activité peu noble, reste toujours de l'argent. Histoire, quel empereur a dit que l'argent n'avait pas d'odeur? Pecunia non olet. C'est Vespasien, empereur de Rome de 69 à 79 après Jésus-Christ, qui est à l'origine de cette célèbre phrase. Après avoir accédé au pouvoir à la suite du chaos laissé par l'empereur Néron, il se retrouve face à un empire en ruine, financièrement épuisé. Pour
renflouer les caisses de l'Empire, Vespasien instaure plusieurs taxes, dont une particulièrement controversée sur la collecte d'urine dans les toilettes publiques. À l'époque, l'urine était un produit précieux stocké dans de grandes cuves et utilisé par les teinturiers pour dégraisser les tissus et blanchir le linge grâce à l'ammoniac qu'elle contient. Cette taxe fit rire de nombreux citoyens qui critiquaient cette mesure. Restons dans l'argent et penchons-nous sur l'expression empocher le pactole. D'où vient l'expression empocher le pactole? Certaines expressions du langage courant trouvent leurs origines dans la mythologie grecque. C'est le cas d'empocher le pactole. Mais que signifie cette expression et quelle est son origine exacte? Empocher le pactole ou toucher le pactole est une expression française très courante qui évoque une opportunité financière ou une fortune soudaine. Toutefois, peu de personnes savent à quoi le mot pactole fait référence. Pour en savoir plus, il faut se replonger dans la mythologie grecque à l'époque de Midas, roi de Phrygie et dieu de l'Olympe, et des dieux de l'Olympe. En effet, c'est Dionysos, le dieu du vin, de la fête et de la nature régénérée, et Midas, qui vont être à l'origine de cette autonomase, nom propre qui s'utilise comme un nom commun. Quelle est l'origine de l'expression donc empocher le pactole? L'origine de cette expression est un mythe grec. Alors qu'il se promène dans les bois, le roi Midas rencontre Silène, un compagnon de Dionysos. Le vieux satyre, complètement ivre, s'est égaré lors d'une procession en l'honneur du dieu. Midas le conduit alors au palais royal. Pour le remercier d'avoir été son ami, Dionysos propose au roi de faire un vœu. Celui-ci demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Amusé, le dieu exauce son souhait. Mais Midas comprend vite que ce don est en fait une malédiction. Dès qu'il touche de la nourriture et des boissons, elle se transforme en métal précieux. Réalisant cela, il demande à Dionysos de le libérer. Celui-ci l'envoie se baigner dans la source du fleuve Pactole, ce qu'il fait, non sans avoir avant changé les cailloux de la rivière en paillettes d'or. Définition mythologique que représente la rivière Pactole et où se trouve-t-elle? Les récits mythologiques font rêver. C'est le cas de Midas qui, en trempant ses mains dans le Pactole, l'a transformé en une source de richesse inépuisable. Mais une autre histoire évoque un célèbre roi de cette région d'Asie. Il s'agit de Crésus, le roi de la Lydie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ces récits détiennent une part de réalité. Ainsi, le cours d'eau Pactole existe bel et bien. Il apparaît sous le nom de Chrysoroas, qui charrie de l'or, dans l'œuvre du philosophe Plutarque. Il prend sa source dans le mont Tmolus et irrigue la plaine de Sardes, près de la ville d'Izmir, avant de se jeter dans l'Ernus. Le Pactole, saillit dans l'actuelle Russie, est un affluent de la rive gauche du fleuve Gédis. Il a toujours été symbole de richesse pour les terres qui bordent la Méditerranée et son nom continue à faire référence à un trésor. Synonyme, par quoi remplacer l'expression empocher le pactole? Le mot pactole a été employé pour la première fois au sens de richesse dans les satires de Nicolas Boileau en 1698. Il sert depuis à décrire une grosse somme d'argent ou une fortune soudaine. Une douce phrase aux oreilles de ceux touchés par le syndrome de Picsou, pour
pour remplacer cette expression d'usage courant, il y en a d'autres. Certaines viennent de la mythologie grecque, comme être riche comme Crésus ou encore sébyssance. D'autres sont plus modernes, comme toucher le gros lot ou être plein aux as. La formule devenir riche marque quant à elle moins la soudaineté d'une bonne fortune. Passons maintenant à un tout autre registre d'expression française. D'où vient l'expression française être le dindon de la farce? Véritable art de vivre à la française, la cuisine trouve même sa place dans de nombreuses expressions langagières. À titre d'exemple, d'où vient l'expression être le dindon de la farce? Parmi les nombreuses expressions qui rythment la langue française, beaucoup sont en lien avec l'univers de la gastronomie. Parmi ces expressions bien connues du grand public, on retrouve mettre du beurre dans les épinards, qui signifie améliorer ses conditions de vie en augmentant le niveau de ses revenus. De même, on dit de quelqu'un qui exagère une situation qu'il en fait tout un fromage. Enfin, et pour ne citer qu'elle, les expressions se mêler de ses oignons ou pédaler dans la semoule sont autant d'exemples qui illustrent l'influence de la cuisine dans le répertoire langagier français. Pourquoi dit-on être le dindon de la farce et quelle est la signification de cette expression? L'expression être le dindon de la farce signifie que quelqu'un s'est fait avoir ou a été dupé. Elle a été largement popularisée par le célèbre dramaturge du 19e siècle, Georges Feydeau, grâce à la pièce Le Dindon. Comédie dans laquelle, entre quiproquos et situations rocambolesques, un dragueur invétéré se retrouve ridiculisé et présenté malgré lui comme le dindon de la farce. De même, dans l'imaginaire collectif, le dindon est souvent un animal perçu comme lourdeau et gauche, et même un peu disgracieux. Ainsi, être le dindon de la farce signifie être celui qui se fait piéger ou qui devient le bouc émissaire dans une situation donnée. Être le dindon de la farce, exemple de la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, de nombreuses situations illustrent très bien cette expression. Dans le cas d'une arnaque par téléphone ou sur internet, certaines personnes peuvent être dupées par une autre personne alors qu'elle pensait faire une bonne affaire en achetant un produit à bas coût, alors que le produit n'existe tout simplement pas. Dans le monde professionnel, une personne peut se sentir le dindon de la farce lorsqu'elle endosse la responsabilité d'un échec collectif et qui concerne l'ensemble d'une équipe, par exemple. Dans la sphère politique, certains scandales peuvent exposer ou ridiculiser, voire accabler certaines personnes malgré leur tentative de prouver leur innocence ou de sortir grandi d'une situation inextricable. Tout le monde à un moment ou à un autre, et quelle que soit la situation, peut être amené à jouer le rôle du dindon. Comment dit-on être le dindon de la farce en anglais? L'expression française être le dindon de la farce trouve son équivalent en anglais dans l'expression to be the fall guy ou encore to be the butt of the joke. À l'image du dindon et du bouc émissaire en français, le terme fall guy désigne quelqu'un qui est blâmé à tort. En ce qui concerne the butt of the joke, elle tend davantage vers l'idée que quelqu'un se retrouve la cible de moquerie. Ces deux expressions anglaises traduisent bien l'idée que quelqu'un se voit dans une position désavantageuse suite à une mauvaise compréhension de la situation ou à l'intervention d'autres personnes. Là aussi, l'humour tient un rôle central et la personne dupée est souvent piégée malgré elle par des circonstances ou par d'autres individus plus malins.
je sais que parmi vous, il y a des fans de Formule 1. Peut-être que cette expression, vous l'avez déjà entendue et peut-être vous demandez, mais pourquoi dit-on être en pole position? L'expression être en pole position est régulièrement utilisée dans le langage courant pour désigner une situation avantageuse ou dominante. Mais d'où vient cette expression et comment l'utiliser? L'expression être en pole position est issue de l'univers automobile et notamment de la Formule 1. Dans le monde du sport automobile, la pole position est bien plus qu'une simple formalité. Elle a un impact significatif sur le résultat des courses. En occupant cette place de choix, un pilote bénéficie d'une meilleure visibilité, d'un départ plus net, ce qui augmente ses chances de succès. De plus, elle a la liberté de choisir sa stratégie de course, notamment en matière de pneus et de carburant, un avantage non négligeable sur ses adversaires. Cependant, cette position n'est pas exempte de pression. Un pilote en pole position doit être en mesure de gérer la pression qui l'accompagne. C'est quoi la pole position en F1? La pole position est le saint graal pour tout pilote de Formule 1. Elle désigne la position de départ la plus enviée sur la grille. Elle est attribuée aux pilotes ayant réalisé le meilleur temps lors de la séance de qualification. Cette position est déterminante pour le déroulement de la course car le pilote qui l'occupe est en mesure de partir en tête avec une vue dégagée sur la piste. Dans ce contexte, être en pole position signifie avoir un avantage stratégique et psychologique sur les concurrents. La compétition est souvent intense et les pilotes cherchent à sécuriser cette place car elle leur permet de contrôler le rythme de la course dès le départ. Comment est déterminée la pole position? La pole position est le résultat d'une séance de qualification qui se déroule généralement le week-end précédant la course. Au cours de cette session, chaque pilote doit réaliser le meilleur temps possible. Les temps enregistrés sont ensuite classés du plus rapide au plus lent. C'est le pilote ayant le temps le plus court qui se voit attribuer la pole position. Cette méthode de sélection garantit que seuls les pilotes les plus performants occupent les meilleures places sur la grille de départ. La pole position peut être influencée par plusieurs facteurs tels que les conditions climatiques et l'état de la piste. Pourquoi ça s'appelle pole position et quels sont les synonymes? L'origine du terme pole position remonte au début de la course automobile. À l'époque, la position de départ était souvent déterminée par un tirage au sort et le pilote tiré en premier se voyait attribuer la pole position marquée d'un pole. Dans ce sens, pole évoque une position de tête, une place d'honneur, comparable à celle d'un athlète sur un podium. Au fil du temps, cette expression est devenue synonyme de succès, de performance et de domination dans divers contextes, pas seulement dans le sport automobile. Ainsi, on peut utiliser des termes comme position de tête, première ligne ou encore avantage pour décrire une situation similaire dans d'autres domaines de compétition, qu'ils soient sportifs ou professionnels.
moi pour cette vidéo sur l'origine et le pourquoi de certaines expressions françaises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi toujours de votre fidélité, de vos commentaires. Ça me fait très plaisir de vous lire, toujours plaisir de vous lire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Prenez bien soin de vous, restez hydratés. Parce que quand il fait froid, on n'a pas soif, mais il faut rester hydraté. Quant à moi, avant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente nuit, un bon repos. Ou alors, si vous m'écoutez en travaillant, eh bien, bon courage, bonne concentration. Et puis, moi, je vous fais de très gros bisous.